Demain, dimanche, Luc venait de se lever lorsqu'il reçut une lettre amicale de Madame Boisgelin, qui l'invitait à déjeuner à la Gardache. L'ayant su à Beauclerc, et n'ignorant pas que les Jordan ne devaient rentrer que le lundi, elle lui disait combien elle serait heureuse de le voir, de causer un peu de leur bonne intimité de Paris, quand ils menaient ensemble, dans le quartier pauvre du faubourg Saint-Antoine, de grosses affaires de charité, dont ils ne parlaient à personne. Et Luc, qui avait pour elle une sorte de vénération affectueuse, accepta tout de suite en répondant que, dès 11 heures, il serait à la Gardache. Un temps superbe avait succédé à la semaine de fortes pluies qui venait de noyer Beauclerc. Un soleil radieux s'était levé dans le ciel bleu, pur, comme lavé par les averses. Un de ces clairs soleils de septembre, si chaud encore que les routes étaient déjà sèches. Aussi, Luc fut-il heureux de faire à pied les 2 kilomètres qui séparaient la Gardache de la ville, lorsque vers 10 heures, un quart, il traversa celle-ci. La ville neuve qui s'étendait de la place de la mairie au premier champ de la Roumagne, il fut surpris de la gaieté blonde de ce quartier pimpant. Il évoqua l'affreux deuil du quartier pauvre qu'il avait vu la veille. C'était dans la ville neuve qui se trouvait là la sous-préfecture, le tribunal, une belle prison, dont les plâtres étaient frais encore. Quant à l'église Saint-Vincent, à cheval entre la vieille cité et la cité nouvelle, une église élégante du XVIe siècle, elle venait d'être réparée en partie. Le clocher ayant menacé de s'effondrer sur les fidèles, et le soleil dorait les maisons cossues des bourgeois, la place de la mairie elle-même, au bas de la populeuse rue de Brias, en était égayée, avec son vieux et vaste bâtiment qui servait à la fois d'hôtel, de ville et d'école. Mais Luc gagna bientôt les champs, par la rue de Formerie, dont la chaussée toute droite au-delà de la place faisait suite à la rue de Brias. C'était une route de Formerie, presque porte de Beauclerc, qui se trouvait la Gardache. Il n'avait pas à se presser. Il flânait en homme envahi de songeries. Et, comme il se retournait, il aperçut au nord, de l'autre côté de la ville, dont les maisons descendaient en pente légère, l'immense rampe des monts Bleuses, qui trouait la gorge escarpée d'où coulait le torrent de la Mienne. Là, dans cette sorte d'estuaire ouvert sur la plaine, on apercevait très nettement les bâtiments entassés et les chemins hautes de l'abîme, ainsi que le haut fourneau de la crècherie, toute une cité industrielle, qu'on voyait d'ailleurs de l'horizon entier de la Romagne, à des lieues. Longuement, Luc regarda, puis, lorsqu'il reprit sa marche à pas lents vers la Gardache, dont il distinguait déjà au loin les arbres magnifiques, il se souvint, il déroula cette histoire si typique des Quirignons que Jordan lui avait confiée. Le fondateur de l'abîme, Blaise Quirignon, l'ouvrier et tireur, vint s'installer là, au bord du torrent, avec ses 2 martinets en 1823. Il n'eut jamais qu'une vingtaine d'ouvriers, n'amassa qu'une fortune modeste, se contenta de se faire bâtir, près de l'usine, l'étroite maison, le pavillon de briques, où habitait encore Delaveau, le directeur actuel. Et ce fut Jérôme Quirignon, deuxième du nom, né de l'année même où son père fondait leur empire, qui, lui, devint un roi de l'industrie. En lui s'étaient amassées les forces créatrices par la longue ascendance ouvrière, tous les efforts en germe, toute la passée séculaire du peuple. Des centaines et des centaines d'années d'énergie latente, toute une longue suite d'aïeux têtus et tendant au bonheur, luttant rageusement dans l'ombre, mourant à la peine, agissait enfin, aboutissait à ce triomphateur, capable de 18 heures de travail par jour, d'une intelligence, d'une raison, d'une volonté qui emportait les obstacles. En moins de 20 ans, il fit sortir de terre une ville, il occupa jusqu'à 1200 ouvriers, il gagna des millions, puis, étouffant dans l'humble maison bâtie par son père, il acheta la Gardache 800 000 francs, une grande habitation somptueuse où il y avait de quoi loger 10 ménages, avec un beau parc, des terres, une ferme. Dans sa certitude, la Gardache allait être la maison patriarcale où régnerait luxueusement sa descendance, les nombreux couples d'amour et de joie qui devaient naître de sa richesse comme d'une terre bénie, il leur préparait l'avenir de domination qu'il rêvait par le travail dompté, utilisé pour la jouissance d'une élite, car cette force amassée aujourd'hui, débordante, qu'il sentait en lui, n'était-elle pas définitive, infinie? N'allait-elle pas se retrouver même accrue chez ses enfants, sans de longtemps diminuer et se tarir? Mais, dans sa solidité de chêne, un premier malheur le frappa jeune encore, en plein pouvoir, à 52 ans. Une paralysie brusque lui enleva l'usage des 2 jambes, et il dut céder la direction de l'abîme à Michel, son fils aîné.
Michel Querignon, le troisième du nom, venait d'avoir 30 ans. Il avait un frère cadet, Philippe, qui s'était marié à Paris, contre la volonté de son père, épousant une femme d'une extraordinaire beauté, mais d'inquiétantes allures. Et, entre les deux garçons, il y avait une fille, Laure, âgée de 25 ans déjà, qui désolait ses parents par l'extrême dévotion où elle était tombée. Lui, Michel, avait poussé très jeune une femme d'une douceur tendre, un peu maladive, dont il avait deux enfants, Gustave et Suzanne, l'un de 5 ans et l'autre de 3. Lorsqu'il dut reprendre brusquement la direction de l'abîme, il fut entendu qu'il gérerait l'usine au nom et au profit de la famille entière, chaque membre devant toucher sa part des bénéfices, d'après le partage arrêté d'un commun accord. Bien qu'il n'y plût à l'état héroïque les admirables qualités de son père, ni la résistance au travail, ni la vive intelligence, ni la méthode, il fut d'abord un excellent chef. Il réussit pendant 10 années à ne pas se laisser déchoir sa maison. Il en élargit même un instant les affaires en renouvelant l'ancien outillage. Mais des chagrins, des deuils l'atteignirent, qui semblaient annoncer les prochains désastres. Sa mère était morte, son père paralysé, ne sortant plus que dans une petite voiture. C'était comme enfermé dans un mutisme absolu depuis qu'il éprouvait de la peine à prononcer certains mots. Ensuite, il dut laisser sa sœur Laure entrer au couvent, la tête perdue d'exaltation mystique, sans que rien pût la retenir à Paris, sans que rien pût la retenir à la guerre d'Ache. Parmi les joies du monde, tandis que de Paris lui arrivaient des nouvelles lamentables du ménage de son frère Philippe, dont la femme glissait aux aventures scandaleuses, l'entraînait lui-même à une existence effrénée de jeux, de sottises et de folie. Enfin, il perdit sa femme, si frêle, si douce, et ce fut pour lui la grande perte, la cause d'une sorte de déséquilibre qui le jeta au désordre. Il avait déjà cédé à son goût des jolies filles, mais discrètement, tant il avait craint d'attrister la chère créature toujours souffrante. Quand elle fut partie, rien ne le gêna plus. Il prit librement son plaisir où il le trouvait, dans des amours de hasard, où il gâchait le meilleur de son temps et de sa force. Alors s'écoula une nouvelle période de 10 ans, pendant laquelle l'abîme déclina. N'ayant plus à sa tête le chef vainqueur des époques de conquête, dirigé maintenant par un maître déjà là et repu, qui mangeait tout le butin, une fièvre de luxe l'avait pris, ce n'était que fête, que plaisir, qu'argent dépensé pour la joie de vivre. Et le pis fut qu'à des causes de ruine, une gestion mauvaise, des efforts qui se relâchaient chaque jour davantage, se joignit une catastrophe industrielle, dont toute l'industrie métallurgique de la contrée manqua périr. Il devint impossible de continuer à y fabriquer les aciers à bon marché, les rails, les grosses charpentes, devant la concurrence victorieuse des aciéries du Nord et de l'Est, qui désormais, grâce à la découverte d'un procédé chimique, pouvaient employer très économiquement des minerais défectueux jusque-là inutilisés. Et en 2 ans, Michel sentit l'abîme crouler sous lui, et le jour où, pour les échéances accumulées, il lui fallut 100 000 francs qu'il devait emprunter, un drame intime, abominable, acheva de le rendre fou. Il était alors, à près de 54 ans, le cœur envahi, la chair prise par une jolie fille amenée de Paris, cachée à Beauclerc, avec laquelle il faisait par l'instant le rêve éperdu de fuir, d'aller au pays du soleil, vivre d'amour, loin de tous les tracas. Son fils Gustave, dont les 27 ans se traînaient oisifs, après d'exécrables études, le plaisantait aux camaraderies. Le plaisantait au courant de ses amours, vivant avec lui sur un pied de libre camaraderie. D'ailleurs, il plaisantait aussi l'abîme, refusait de mettre les pieds dans toute cette ferraille, salissante et puante. Montait à cheval, chassait, menait l'existence vide d'un aimable garçon fin de race, comme s'il avait compté déjà des siècles d'ancêtres illustres, si bien qu'un beau soir, après avoir pris dans un secrétaire les 100 000 francs que son père était parvenu à réunir pour ses séances du lendemain, il disparut avec la maîtresse à papa. Il enleva la jolie fille qui s'était jetée à son cou, et le lendemain, Michel, frappé au cœur et à la tête, dans cet effondrement de sa passion et de sa fortune, cédant à un vertige de monstrueuse horreur, se tua net, d'un coup de revolver. Il y avait déjà 3 ans de cela, et les ruines hâtives des Querignons s'étaient encore accumulées comme pour un exemple du plus sévère des destins. Peu après le départ de Gustave, on avait appris qu'il était mort, à Nice, dans un accident de voiture. Des chevaux emportés qui l'avaient jeté à un précipice. À Paris, le frère cadet de Michel, Philippe, venait aussi de disparaître, tué en duel après toute une histoire malpropre, où l'avait entraîné sa terrible femme, qu'on disait maintenant en Russie, avec un chanteur.
et le seul enfant qu'ils avaient eu, André Curignon, le dernier du nom, avait dû être enfermé dans une maison de santé, atteint d'une affection rachitique qui compliquait les idées délirantes. En dehors de ce malade et de sa tante Laure, qui était toujours au couvent, comme morte elle aussi, il ne restait donc plus que Suzanne, la fille de Michel. Suzanne, à 25 ans, 5 ans avant la mort de son père, avait épousé Boisgelin, qui s'était épris d'elle à la suite d'une rencontre chez un voisin de campagne. D'ailleurs, bien que l'abîme périclitât déjà, Michel, fastueux, avait pris des arrangements de façon à donner sa fille 1 million de dot. De son côté, Boisgelin, très riche, tenait de son grand-père et de son père une fortune de plus de 6 millions, gagnée dans des affaires louches, tout un mauvais renom, d'usure et de vol, dont, personnellement, le lavait son oisiveté absolue depuis qu'il était au monde. Il était fort honoré, envié et salué, ayant à Paris, au parc Monceau, un hôtel superbe menant une vie de dépenses folles. Après avoir mis sa distinction à être toujours le dernier de sa classe au lycée Condorcet, qui l'étonnait par son élégance, il n'avait jamais fait œuvre de ses 10 doigts. Il croyait être l'aristocrate nouveau, qui fondait sa noblesse en mangeant avec magnificence la fortune que ses ancêtres avaient acquise, sans s'abaisser lui-même à gagner un sou. Le malheur fut que les 6 millions finirent par ne plus suffire au grand train de la maison, et qu'il se laissa entraîner dans des spéculations financières auxquelles, d'ailleurs, il ne comprenait rien. De nouvelles mines d'or affolaient alors la bourse. On lui avait promis que, s'il y risquait sa fortune, il la triplerait en 2 ans. Et tout d'un coup, ce fut la débâcle, le désastre. Il put croire un instant qu'il était absolument ruiné, au point de ne pas sauver des décombres en morceaux de pain pour le lendemain. Il pleurait comme un enfant. Il regardait ses mains d'oisif, en se demandant ce qu'il en ferait maintenant, puisqu'elle ne savait ni ne pouvait travailler. Alors Suzanne, sa femme, se montra vraiment admirable, d'une tendresse, d'une raison, d'un courage qui le remirent debout. Le million de sa dot se trouvait d'ailleurs intact. Elle voulut qu'il liquidât la situation, qu'il vendît l'hôtel au parc Monceau où la vie devenait trop chère. Et un autre million fut ainsi retrouvé. Mais comment vivre à Paris, surtout avec 2 millions, lorsque 6 n'avaient pas suffi et que toutes les tentations allaient renaître du luxe étalé dans la grande ville brûlante. Et le hasard d'une rencontre décida de l'avenir. Boisgelin avait un cousin pauvre, Delaveau, le fils d'une sœur de son père, que son mari, inventeur malchanceux, avait mis sur la paille. Delaveau, petit ingénieur sorti d'une école d'art et de métier, occupait une modeste situation dans une houlière de Brias au moment du suicide de Michel Curignon. Dévoré du besoin de réussir, poussé par sa femme et très au courant de la situation de l'abîme qu'il se disait certain de relever grâce à une organisation toute nouvelle, il était venu à Paris en quête de commanditaire, lorsqu'un soir, dans une rue, il se trouvait face à face avec son cousin Boisgelin. Ce fut le coup de foudre. Mais comment n'avait-il pas songé à lui, à ce capitaliste qui, justement, était le mari d'une Curignon? Puis, lorsqu'il connut la situation du ménage, ces 2 seuls millions qui leur restaient, et dont il cherchait le placement avantageux, il élargit encore son plein. Il eut avec son cousin plusieurs entrevues, pendant laquelle il se montra si convaincu, si plein d'intelligence et de force qu'il finit par le convaincre. C'était tout un plan de génie. Profiter de la catastrophe, acheter l'abîme 1 million lorsqu'il en valait 2, et organiser la fabrication des aciers fins, ce qui donnerait rapidement des bénéfices considérables. Ensuite, pourquoi les Boisgelin n'achetaient-ils pas la Gardache? Dans la liquidation forcée qu'il allait être faite de la fortune des Curignon, il l'aurait aisément à 500 000 francs, alors qu'elle en aurait coûté 800 000. Sur ces 2 millions, Boisgelin aurait encore 500 000 francs qu'il mettrait dans l'exploitation de l'usine. Et lui, Delaveau, s'engageait formellement à décupler le capital, à lui servir des rentes de prince. Le ménage quitterait Paris, vivrait largement à la guerre d'âge d'une vie heureuse, en attendant que la fortune colossale qu'il referait sûrement un jour leur permît de reprendre leur existence parisienne, dans tout le faste qu'ils avaient pu rêver. Ce fut Suzanne qui acheva de décider son mari, très inquiet à l'idée de cette vie provinciale, redoutant d'y périr l'ennui. Elle, au contraire, était enchantée de retourner à la Gardache, où elle avait vécu toute sa jeunesse. Et les choses se passèrent comme Delaveau l'avait prévu. La liquidation eut lieu, les 1500 000 francs que les Boisgelin versèrent pour l'achat de l'abîme et de la Gardache liquidèrent à peine la situation embarrassée des Curignon, de sorte qu'ils devinrent les maîtres absolus.
sans avoir désormais de compte à rendre aux deux seuls héritiers survivants, la tante Laure, la religieuse, et André, le pauvre être rachitique, à demi fou, enfermé dans une maison de santé. Delaveau, du reste, remplit ses engagements, réorganisa l'usine, renouvela l'outillage, obtint un tel succès dans la fabrication des aciers fins qu'au bout de la première année, les gains s'annoncèrent déjà superbes. En 3 ans, l'abîme avait repris sa place parmi les aciéries les plus prospères de la contrée, et les rentes que les 1200 ouvriers gagnaient à Boisgelin lui permirent de s'installer à la Gardache, dans un grand luxe. 6 chevaux à l'écurie, 5 voitures sous la remise, des chasses, des fêtes, des dîners, auxquels les autorités de la ville se disputaient les invitations. Aussi, Boisgelin, qui avait traîné lourdement son oisiveté en mal de Paris pendant les premiers mois, semblait maintenant s'être acclimaté à la province, ayant retrouvé un petit coin d'empire où sa vanité triomphait, étant de nouveau parvenu à remplir de vide sa vie bourdonnante d'insectes inutiles. Et il y avait surtout une cause secrète, toute une fatuité victorieuse, dans la tranquillité condescendante qu'il mettait à régner sur Beauclerc. Delaveau s'était installé à l'Abîme, où il s'occupait l'ancien logis de Blaise Querignon, avec sa femme Fernande et leur fille Ethnise, à peine âgée de quelques mois. Lui avait alors 37 ans, et sa femme 27. Il l'avait connue chez sa mère, une maîtresse de piano, qui habitait le même palier que lui, au fond d'une maison noire de la rue Saint-Jacques. Elle était d'une beauté éclatante, si belle et si souveraine que, pendant plus d'une année, lorsqu'il la rencontrait le long des marches, il se serrait contre le mur, tremblant en garçon honteux de sa laideur et de sa pauvreté. Puis, des saluts s'échangèrent, une intimité commença. La mère lui confia qu'elle avait habité 12 ans la Russie et que cette fille, d'une magnificence de reine, était le seul cadeau qu'elle en avait rapporté, après avoir été séduite par un prince, dont le château où elle était institutrice. Certes, le prince qui l'adorait l'aurait comblé d'une royale fortune, mais il était mort, tué par accident d'un coup de feu, au soir d'une chasse, et la triste femme, revenue sans un sou à Paris, avec sa petite Fernande, n'avait pu qu'y reprendre d'elle ses leçons, l'élevant, grâce à un travail acharné, rêvant quand même pour elle quelque prodigieux destin. Fernande, bercée d'admiration, convaincue que sa beauté la destinait à un trône, s'était heurtée à la misère noire, aux bottines qu'on ne savait remplacer, aux robes et aux chapeaux qu'il fallait sans cesse refaire soi-même. Une colère de chaque heure l'avait envahie, un tel besoin de victoire que, depuis l'âge de 10 ans, elle n'avait pas vécu un seul jour sans apprendre la haine, l'envie, la cruauté, amassant en elle d'extraordinaires forces de perversion et de destruction. Ce qui l'acheva, ce fut d'avoir cru que sa beauté vaincrait quand même par sa propre toute-puissance, au point qu'elle eut la sottise de se donner à un homme, à un maître de la fortune et du pouvoir, qui, le lendemain, le lâcha. Cette aventure, ensevelie au plus fond, le plus amer de son être, devait lui enseigner le mensonge, l'hypocrisie et la ruse qu'elle n'avait point encore. Elle se jura bien de ne pas recommencer. Elle gardait trop d'ambition pour tomber à la galanterie. C'était la faillite de la beauté. Il ne suffisait pas d'être belle, il fallait trouver l'occasion de l'être, rencontrer un homme qu'on ensorcelait, dont on faisait sa chose obéissante. Et sa mère était morte d'avoir couru le cachet un quart de siècle dans la boue de Paris, pour lui gagner à peine du pain. Elle sentit naître l'occasion. Elle se trouva en présence de Delaveau, pas beau, pas riche, qui offrait de l'épouser. Elle ne l'aimait pas, mais elle semblait très amoureux d'elle, et sa décision fut prise d'entrer à son bras dans le monde classé des honnêtes femmes, où il serait pour elle le soutien, le moyen. Il dut lui acheter un trousseau, il l'accepta nu, avec la foi exaltée d'un dévot qui ne désirait d'elle que la déesse. Et dès ce moment, la destinée s'accomplit, telle que Fernande l'avait voulu. 2 mois ne s'étaient pas écoulés depuis le jour où son mari l'avait introduit à la Gardache, qu'elle y séduisit Boisgelin, auquel elle céda brusquement, un soir, après avoir étudié avec soin le cas. Il s'était passionné pour elle, il l'aurait payé de sa fortune au risque de rompre tous les liens. Elle, enfin, dans ce bel homme de cercle et de cheval, trouvait l'idéal recherché, l'amant de vanité, de folie et de largesse, capable des pires abandons pour se garder une maîtresse si belle, devenue indispensable à son luxe. Puis elle se contentait là toutes sortes de racunes amassées, sa haine sourde de son mari, dont la vie de travail et le tranquille aveuglement l'humiliaient, sa jalousie grandissante contre la paisible Suzanne, qu'elle s'était mise à exécrer dès le premier jour, d'une exécration qui avait achevé de la décider à lui prendre Boisgelin, avec l'espoir de la faire souffrir. Et maintenant, la Gardache était en continuelle fête.
Fernand y régnait en bel invité, ayant réalisé son rêve de vie fastueuse, aidant Boisgelin à manger l'argent que Delaveau faisait suer aux 1200 ouvriers de l'abîme, espérant pouvoir même retourner à Paris un beau matin pour y triompher avec les millions promis. C'était toutes ces histoires que Luc roulait dans sa songerie, tandis que, d'un pas ralenti de promenade, il se rendait à l'invitation de Suzanne. S'il ne les connaissait pas toutes, il soupçonnait celles dont un avenir prochain allait lui permettre de pénétrer les moindres détails. Et comme il levait la tête, il vit qu'il n'était plus qu'à une centaine de mètres du parc admirable, dont les grands arbres verdoyaient à l'infini. Il s'arrêta, une figure se redressait, dominait toutes les autres, celle de monsieur Jérôme, de deuxième Quirignon, fondateur de la fortune, qu'il avait rencontré la veille dans sa petite voiture, poussée par un domestique à la porte même de l'abîme. Il revoyait les jambes mortes, foudroyées, muets, avec ses yeux clairs qui regardaient depuis 25 ans les désastres dont sa race était accablée. C'était son fils Michel, affamé de joie et de luxe, laissant péricliter l'usine, se tuant dans un effroyable drame intime. C'était son petit-fils Gustave, volant une maîtresse à son père, allant se rompre le crâne au fond d'un gouffre, comme sous la poursuite vengeresse des furies. C'était sa fille Laure au couvent, retranchée au monde. C'était son autre fils Philippe, épousant une catin, glissant avec elle dans la boue, tué en duel à la suite d'affreuses histoires. C'était son autre petit-fils André, le dernier du nom, infirme, enfermé avec des fous. Et c'était à présent le désastre qui continuait, un ferment pourrisseur qui achevait d'anéantir la famille. Cette Fernande tombait là comme pour consommer la ruine, avec ses petites dents blanches de terribles rongeuses. Dans son silence, il assistait à ces choses. Et les remarquait-il, les jugeait-il. On le disait d'intelligence affaiblie, mais pourtant de quels yeux il regardait limpide sans fond. Et s'il pensait que quelle pensée devait emplir ces longues heures immobiles, tous ses espoirs avaient croulé, cette force victorieuse amassée dans sa longue ascendance ouvrière, cette énergie qu'il croyait devoir léguer à une longue descendance pour une fortune sans cesse accrue. Elle flambait comme un tas de paille au feu de la jouissance. En 3 générations, la réserve de puissance créatrice qui avait demandé tant de siècles de misère et d'efforts venait d'être dévorée goulûment. Tout de suite, l'exaspération nerveuse, l'affinement destructeur s'était produit dans la curée chaude de la sensation. La race, gorgée trop vite et perdue de possession, culbutait en pleine folie de la richesse. Et ce domaine royal, cette gardache qu'il avait acheté, avec le rêve de la peupler un jour de ses nombreux descendants, de couples heureux élargissant la gloire bénie de son nom, quelle tristesse il devait ressentir à en voir vide la moitié de ses appartements. Quelle colère il éprouvait sans doute à la voir aujourd'hui livrée à cette étrangère qui apportait le dernier poison dans les plis de sa robe. Il n'y vivait plus que solitaire, il n'y gardait des rapports tendres qu'avec sa petite-fille Suzanne, la seule à laquelle il consentit encore à ouvrir la vaste chambre qu'il occupait au rez-de-chaussée. Jadis, dès l'âge de 10 ans, Suzanne l'avait soigné là, en fillette aimant, qui touchait l'infortune du triste grand-père. Puis, lorsqu'elle était revenue, mariée après l'achat de l'abîme et de la gardache, elle avait exigé que son grand-père restât, bien que plus rien de la fortune ne lui appartînt, à la suite du partage qu'il avait fait de tous ses biens, sous le coup de foudre de la paralysie. Elle n'était point sans scrupules. Il lui semblait qu'en suivant les conseils de Delaveau, elle et son mari avaient spolié les 2 membres restants de la famille, la tante Laure et André, l'infirme. À la vérité, leur existence était assurée, et c'était au grand-père Jérôme qu'elle rendait toute en affection, veillant sur lui comme au bon ange. Mais lui, s'il laissait naître un sourire au fond de ses yeux clairs, lorsqu'il les fixait sur elle, n'avait plus dans sa face froide aux grands traits creusés que 2 trous d'eau de source insondables dès qu'il regardait passer au galop devant lui la vie effrénée de la gardache. Et voyait-il, et pensait-il, et de quelle désespérance alors a été faite sa pensée. Luc se trouva devant la grille monumentale qui s'ouvrait sur la route des Formeries, à l'endroit où s'en détachait le chemin du village voisin des Combettes, et il n'eut qu'à pousser la petite porte pour suivre la royale allée d'Orme. Au fond, on apercevait le château, une vaste habitation du XVIIe siècle, un grand air dans sa simplicité, avec ses 12 fenêtres de façade, ses 2 étages, son rez-de-chaussée surélevé, auquel on accédait par un double perron orné de beaux vases. Le parc, très vaste, tout en pelouse et en bois de haute futaie, était traversé par la Mione, qui alimentait une grande pièce d'eau où nageaient des cygnes. Déjà, Luc se dirigeait vers le perron, lorsqu'un léger rire de bon accueil lui fit tourner la tête. Et,
Sous un chêne, près d'une table de pierre que des règles rustiques entouraient, il aperçut Suzanne, qui s'était assise là, tandis que son fils Paul jouait à ses pieds. Mais oui, mon bon ami, je suis descendu attendre ici mes invités, en campagnarde qui ne craint pas le grand air. Comme vous êtes gentil d'avoir accepté mon invitation si brusque. Et elle lui souriait, la main tendue. Elle n'était point jolie, elle était charmante, très blonde, petite, avec une fine tête ronde, les cheveux frisés, les yeux d'un bleu doux. Son mari l'avait toujours trouvée d'une insignifiance lamentable, sans paraître s'être jamais douté de la bonté délicieuse et de la solide raison qui se cachait sous son air de grande simplicité. Luc avait pris sa main, qu'il garda un instant entre les deux siennes. C'est vous qui êtes adorable d'avoir songé à moi. Je suis si heureux de vous revoir. Elle était son aînée de 3 ans. Elle l'avait connu dans la misérable maison qu'il habitait rue de Bercy, près de l'usine où il avait débuté, à titre de petit ingénieur. Très discrète, faisant elle-même ses aumônes, elle venait là chez un maçon, resté veuf, avec 6 enfants, dont 2 fillettes en bas âge. Et le jeune homme s'étant trouvé dans le taudis, les 2 fillettes sur ses genoux, un soir qu'elle y avait apporté du linge et du pain. La connaissance s'était faite, il avait eu l'occasion d'aller lui rendre visite, à l'hôtel du parc Monceau, pour leur charité commune. Une grande sympathie les avait peu à peu rapprochés. Il était devenu son aide, son messager ignoré de tous, dans des affaires que seul connaissait. Et c'était ainsi qu'il avait fini par fréquenter l'hôtel, invité aux soirées pendant 2 hivers, et qu'il n'y avait même connu les Jordan. Si vous saviez comme on vous regrette, comme on vous a pleuré, se contenta-t-il d'ajouter, pour toute allusion à leur complicité ancienne de brave cœur. Elle eut un geste ému. Elle murmura. Quand je songe à vous, je suis navré que vous ne soyez pas ici, où il y aurait tant à faire. Mais il venait d'apercevoir Paul, qui accourait, des fleurettes à la main, et il se récria, en le trouvant si grandi, très blond, mince et souriant, l'air doux, l'enfant ressemblait beaucoup à sa mère. Eh dit celle-ci avec gaieté, il va avoir 7 ans bientôt, c'est un petit homme. Tous deux s'étaient assis, causant fraternellement dans la tiédeur de la radieuse journée de septembre, si perdus au fond de leurs bons souvenirs qu'ils ne virent même pas Boisgelin descendre le perron et s'avancer vers eux. Pourtant beau, très correct dans son veston de campagne et le monocle à l'œil, Boisgelin était un grand bellâtre, aux yeux gris, au nez fort, les moustaches cirées ramenant en boucle des cheveux bruns sur son front étroit, que découvrait déjà un commencement de calvitie. Bonjour, mon cher Froment, cria-t-il de sa voix dont il exagérait le grazillement. Par bon ton. Mille merci d'avoir voulu être des nôtres. Et sans s'arrêter davantage, après une forte poignée de main à l'anglaise, il se tourna vers sa femme. Ma chère, l'ordre a bien été donné d'envoyer la Victoria au Delaveau ? Suzanne n'eut pas à répondre. La Victoria débouchait de l'allée des grandes ormes, ramenant le ménage qui descendit devant la table de pierre. Delaveau, petit et rablé, avait la tête d'un bulldog massive, courte, les mâchoires en avant, et le nez camus, les yeux gros, à fleur de tête, les joues colorées, cachées à demi par un épais collier de barbe noire. Il gardait dans l'allure quelque chose de militaire, d'autoritaire et de rigide. Près de lui, en délicieux contraste, Fernande était une brune aux yeux bleus, grande de taille souple, de gorge et d'épaules admirables. Jamais cheveux plus somptueux ni plus noirs n'avaient encadré un visage plus pur ni plus blanc, aux grands yeux d'azur, d'une brûlante tendresse, à la bouche étroite et fraîche, garnie de dents petites, qu'on sentait d'un éclat inaltérable et d'une force à casser des cailloux. Elle était surtout fière de la finesse de ses pieds, car elle y trouvait la preuve incontestable de sa princière origine. Tout de suite, elle s'excusa auprès de Suzanne, en faisant descendre de la Victoria une femme de chambre qui avait, sur les genoux, sa fillette Nise. Une enfant de 3 ans, aussi blonde qu'elle était brune, frisée et bourriffée, avec des yeux couleur de ciel, une bouche rose qui riait toujours, creusant des fossettes aux 2 joues et au menton. Vous m'excuserez, ma chère, j'ai profité de votre autorisation en amenant Nise. Mais vous avez très bien fait, répondit Suzanne. Je vous ai dit qu'il y aurait une petite table. Les 2 femmes paraissaient amies. À peine s'il y eut chez Suzanne un léger battement de paupières, lorsqu'elle vit Boisgelin s'empresser autour de Fernande, qui d'ailleurs devait le bouder, car il l'accueillit de l'air glacial qu'elle prenait lorsqu'il tentait de s'échapper à un de ses caprices. L'air inquiet, il revint près de Luc et de Delaveau, qui se connaissaient du printemps dernier, et qui se serraient la main. Mais la présence inattendue du jeune homme à Beauclerc semblait jeter le directeur de l'abîme dans une sorte d'émoi. Comment? Vous êtes ici depuis hier, et naturellement vous n'avez pas trouvé Jordan, puisqu'une brusque dépêche l'a forcé à partir pour Cannes. Oui, oui, je sais cela, mais je ne savais pas qu'il vous eût appelé. Le voilà avec des ennuis, à cause de son haut fourneau. Luc fut surpris de le voir si ému, au point qu'il le sentait prêt
de lui demander pourquoi Jordan l'avait fait venir à la crècherie. Il ne comprit pas la cause de cette soudaine inquiétude. Il répondit au hasard. Oh, des ennuis, croyez-vous? Tout marche très bien. Alors Delaveau, prudemment, pour parler d'autre chose, apprit à Boisgelin qu'il tutoyait une bonne nouvelle. L'achat par la Chine d'un stock d'obus défectueux qu'on allait remettre à la fonte. Et il y eut une diversion. Lorsque Luc, qui adorait les enfants, s'égaya en voyant Paul donner des fleurettes à Nise, sa grande amie. Quelle jolie fillette, pareille à un petit soleil tant qu'elle était blonde. Et comment avait-elle pu naître ainsi, d'un papa et d'une maman si bruns? Fernande, qui avait salué Luc, en le fouillant de son regard aigu, pour savoir s'il serait un ami ou un ennemi, aimait qu'on lui posât cette question à l'accueil d'un air glorieux. Elle répondait par une allusion très claire au père de l'enfant, le fameux prince russe. Oh, un homme superbe, blond et rose, je suis sûr que Nise sera tout son portrait. Mais Boisgelin dut trouver qu'il n'était pas correct d'attendre ainsi ses invités sous un chêne, et que pouvaient seuls se permettre de bons bourgeois retirés à la campagne. Et comme il les faisait tous rentrer, les emmenant au salon, une rencontre se produisit. Monsieur Jérôme parcourut dans sa petite voiture que poussait un domestique. Le vieillard avait exigé de garder sa vie complètement à part, ses heures de repas, de promenade, de lever et de coucher, et il mangeait seul. Il ne voulait pas qu'on s'occupât de lui. La règle s'était même établie dans la maison de ne jamais lui adresser la parole. Tous se contentèrent donc de le saluer en silence, tandis que Suzanne fut la seule à la suivre tendrement des yeux, avec un sourire. Monsieur Jérôme, qui partait pour une de ses longues promenades, passant parfois dehors l'après-midi entier, les avait tous regardés fixement, en témoins oubliés, hors du monde, qui ne rendaient plus les saluts. Et Luc fut repris de son malaise, de son doute angoissant, sous la clarté froide de ce regard. Le salon était une vaste pièce, fort riche, tendue de brocatelles rouges, garnie d'un meuble Louis XIV somptueux, et l'on y entrait à peine que des invités arrivèrent. Le sous-préfet Châtelard, suivi du maire Gourrier, de sa femme Léonore et de leur fils Achille. À 40 ans, bel homme encore, chauve, le nez brusqué, la bouche discrète, les yeux larges et vifs derrière le binocle, Châtelard était une épave de Paris, qui, après y avoir laissé ses cheveux de son estomac, s'était fait donner ses invalides à la sous-préfecture de Beauclerc par son ami intime. Bombardé, ministre. Sans ambition, le foie atteint et restant la nécessité du repos, il avait eu l'heureux destin d'y rencontrer la belle Madame Gourrier, qui semblait y avoir fixé pour toujours, dans une liaison sans nuage, vue d'un bon œil par ses administrés, acceptée même par le mari, disait-on, qui avait d'autres goûts. Léonore, belle encore, à 38 ans, blonde avec de grands traits réguliers, était d'une profonde dévotion. L'air froid et pur et prude, sous lequel, à ce que murmuraient certains initiés, flambait un continuel brasier de désirs profanes. Et Gourrier lui-même, un gros homme commun, rouget, à la nuque enflée, au visage en lune, ne semblait jamais s'en être douté, car il parlait de sa femme avec un sourire d'indulgence. Il lui préférait de sa femme les petites ouvrières de sa cordonnerie, une fabrique considérable de chaussures qu'il tenait de son père, et où il avait en personne gagné une fortune. Le ménage faisait à chambre à part depuis 15 ans. Le seul lien qu'ils eussent gardé était leur fils Achille, un garçon de 18 ans déjà, qui avait les traits réguliers, les beaux yeux de sa mère, mais très bruns, et qui montrait toute une intelligence, toute une indépendance, dont ses parents restaient confondus et fâchés. Si la belle Léonore n'avait jamais mis les pieds dans la cordonnerie de son mari, leur entente n'en était pas moins parfaite devant le monde. Et surtout, depuis que Châtelard était entré dans la maison, il y régnait un bonheur constant, qu'on citait en exemple. Le sous-préfet et le maire étaient ainsi devenus inséparables. L'administration s'en trouvait facilitée. Toute la ville bénéficiait de l'heureuse liaison. Puis ce furent d'autres invités. Le président du tribunal Gaume, accompagné de sa fille Lucile, et que suivait le fiancé de celle-ci, le capitaine en retraite Jolivet. Gaume, à la tête longue, au front haut, au menton charnu, âgé de 45 ans à peine, semblait vouloir se faire oublier dans ce trou perdu de Beauclerc, sous l'écrasement d'un affreux drame intime qui avait bouleversé sa vie. Un soir, sa femme, abandonnée par un amant, s'était tuée devant lui, en confessant sa faute. L'air froid et sévère, il en était resté secrètement inconsolable, ravagé, souffrant maintenant par sa fille qu'il adorait et qui, en grandissant, prenait de plus en plus la ressemblance de sa mère. Petite, mignonne, amoureuse et fine, avec ses yeux de perdition dans sa face claire de châtaigne dorée.
Lucille lui rappelait la faute, l'emplissait d'une telle crainte de voir la faute recommencer, qu'il l'avait, dès 20 ans, fiancé au capitaine Jolivet. Malgré la solitude amère où il tomberait après l'arrachement de la séparation. Ce capitaine Jolivet, fatigué par ses 35 ans, était quand même un bel homme, le front têtu, les moustaches victorieuses que des fièvres rapportées de Madagascar avaient forcé de donner sa démission. Justement, il venait d'hériter d'une rente de 12 000 francs. Il avait décidé de se fixer à Beauclerc, son pays, en y épousant Lucille, dont les airs de tourterelle pâmée l'avaient rendu fou. Gaume, sans fortune, qui vivait chichement de son siège au tribunal, ne pouvait refuser un tel parti. Son désespoir caché semblait en grandir. Jamais il n'avait affecté un souci plus sévère de la loi, motivant avec force ses jugements, appuyés sur le code de la dureté de la répression. Certains disaient que, derrière cette attitude de juge implacable, il y avait un vaincu, un pessimiste désolé qui doutait de tout, surtout de la justice sociale. Et quelle souffrance celle du juge qui condamne, en se demandant s'il en a le droit, les tristes misérables victimes du crime de tous. Ensuite arrivèrent les Mazel, avec leur fillette Louise, âgée de 3 ans, une convive encore de la petite table. C'était un ménage parfaitement heureux, deux grosses gens de même âge qui venaient à peine de dépasser la quarantaine, d'une ressemblance peu à peu fondue l'une dans l'autre avec la même face rose et souriante. Le même air paterne et doux. Il avait dépensé 100 000 francs pour s'installer bourgeoisement près de la sous-préfecture, dans une belle maison cossue, entourée d'un assez vaste jardin. Et il vivait d'une quinzaine de 1000 francs de rente, de bonne rente sur l'État, dont la sollicité avait seule pu les rassurer. Leur bonheur, la joie béate de leur vie vécue, désormais à ne rien faire, était passé en proverbe. Ah, être comme Madame Mazel, qui ne fait rien, en voilà un vénard. Mais il répondait qu'il avait trimé 10 ans, que sa fortune était bien à lui. La vérité était que, petit courtier en charbon, ayant épousé une femme qui lui rapportait 50 000 francs de dot, il avait eu le flair, ou peut-être simplement la chance, de prévoir des grèves dont la fréquence, depuis 10 années bientôt, déterminait des hausses considérables sur les houilles françaises. Son coup de génie avait donc été de s'assurer, à l'étranger, d'énormes réserves de charbon au plus bas prix possible, puis de les revendre avec de gros bénéfices aux industriels de France que le manque brusquement de combustible forçait à fermer leurs usines. Seulement, il s'était montré un véritable sage, en se retirant des affaires vers la quarantaine, lorsqu'il avait eu les 600 000 francs qui, selon ses calculs, devaient faire de sa femme et de lui un couple d'absolue félicité. Il n'avait même pas cédé à la tentation d'aller jusqu'au million. Il craignait trop quelque mauvaise humeur de la fortune. Et jamais égoïsme heureux n'avait triomphé ainsi. Jamais optimisme n'avait eu plus raison de dire que tout marchait pour le mieux en ce monde. De très braves gens, certes, qui s'adoraient, qui adoraient leur fillette, venus sur le tard, qui offraient à eux deux, dans la pleine satisfaction de leur appétit, loin de toute ambition et de toute fièvre, l'image parfaite du bonheur fermé, sans fenêtre sur le malheur des autres. Le seul aiguillon de ce bonheur était que Madame Mazel, très grasse, très fleurie, se croyait atteinte d'une maladie grave, innommée, indéfinissable, ce qui la faisait plaindre et dorloter davantage par son mari, souriant toujours, disant avec une sorte de vanité attendrie « la maladie de ma femme », comme il aurait dit les cheveux, l'or unique des cheveux de ma femme. Il n'en résultait ni crainte ni tristesse, et il en était de même de leur étonnement devant leur fillette Louise, qui poussait si différente d'eux, brune, maigre et vive, avec une amusante petite tête de chèvre, aux yeux obliques, au nez mince. C'était un étonnement ravi, comme si l'enfant fût tombé du ciel en cadeau, pour mettre un peu de pétulance dans leur maison, ensoleillée que les digestions trop calmes endormaient. La belle société de Beauclerc se moquait volontiers des mazelles, des pots, des poules à l'engrais, mais elle ne les respectait pas moins, les saluait, les invitait, en rentier que leur solide fortune faisait régner sur les travailleurs, sur les maigres fonctionnaires, sur les capitalistes millionnaires eux-mêmes, toujours en proie aux catastrophes. Et l'on n'attendait plus que l'abbé Marle, le curé de Saint-Vincent, la paroisse riche de Beauclerc. Lorsqu'il arriva enfin, au moment où l'on se décidait à passer dans la salle à manger, il s'excusa, ses devoirs l'avaient retenu. Il était grand, fort, la face carrée, avec un nez en bec d'aigle, une bouche large et d'un ferme dessin. Jeune, encore âgé de 36 ans, il aurait volontiers bataillé pour la foi, sans un léger défaut de langue, qui lui rendait la prédication difficile. Et cela expliquait qu'il se résignât à s'enterrer à Beauclerc, tandis que ses cheveux bruns, coupés ras, ses yeux noirs et têtus, disaient seuls le militant qu'il avait rêvé d'être.
Mais il n'était point sans intelligence. Il se rendait parfaitement compte de la crise que le catholicisme traversait, n'avouant pas ses craintes parfois lorsqu'il voyait son Église désertée par le peuple, s'attachant à la lettre étroite des dogmes, dans la certitude que tout le vieil édifice serait emporté le jour où la science et le libre examen feraient brèche. Il acceptait d'ailleurs les invitations à la guerre d'âge sans illusion sur les vertus de la bourgeoisie, et il y déjeunait ou y dînait en quelque sorte par devoir, afin de cacher sous le manteau de la religion les plaies qu'il savait là. Luc fut ravi de la gaieté claire, du grand luxe aimable de la salle à manger, une vaste pièce occupant tout un angle du rez-de-chaussée, et dont les hautes fenêtres donnaient sur les pelouses et sur les arbres du parc. On aurait dit que ces verdures entraient, que la pièce, de style Louis XVI, avec ses boiseries gris-perle, ses tentures d'un vert d'eau très doux, devenait la salle des festins de rêve dans une idéale féerie champêtre. Et la richesse de la table, la blancheur des linges, l'éclat de l'argenterie et des cristaux, les fleurs dont le couvert était jonché, achevaient la fête des yeux, dans ce merveilleux cadre de lumière et de parfum. La sensation fut si vive que, brusquement, toute sa soirée de la veille s'évoqua en lui. Le peuple affamé et noir, dont le troupeau piétinait dans la boue de la rue de Brias, les pudeleurs et les arracheurs qui se cuisaient la chair aux flammes infernales des fours, le pauvre logis des Bonnaires surtout, avec la triste Josine assise sur une marche de l'escalier, sauvée de la faim pour un soir, grâce au pain volé par son petit frère. Que de misère injuste, et de quel travail maudit, de quelle exécrable souffrance était fait le luxe des oisifs et des heureux. À la table de 15 couverts, Luc se trouva placé entre Fernande et Delaveau. Contre l'usage, Boisgelin, qui avait madame Mazel à sa droite, venait de prendre Fernande à sa gauche. Il aurait dû donner cette place à madame Gourier, mais, dans les maisons amies, il était entendu qu'on plaçait toujours Léonore près de son ami, le sous-préfet Châtelard. Celui-ci occupait naturellement la place d'Honore, à la droite de Suzanne, qui avait à sa gauche le président Gaume. On avait mis l'abbé Marle près de Léonore, sa pénitente, la plus assidue, la plus aimée. Gourier était près de madame Mazel, et Mazel près du président. Enfin, le capitaine Jolivet et Lucile, les fiancés, étaient l'un à des bouts en face du jeune Achille Gourier, silencieux à l'autre bout, entre Delaveau et l'abbé. Et Suzanne, prévoyante, pour la mieux surveiller, avait voulu qu'on dressait derrière elle la petite table que les 7 ans de Paul présidaient entre les 3 ans de Nise et les 3 ans de Louise, inquiétantes toutes les deux avec leurs menottes qu'elles promenaient dans les assiettes et dans les verres. Une femme de chambre, d'ailleurs, ne les quittait pas, et le service de la grande table était fait par 2 valettes de chambre aidées du cocher. Dès que les œufs farcis que la sauterne accompagnait, une conversation générale s'engagea. On parla du pain qu'on fabriquait à Beauclerc. Je n'ai pu m'y habituer, dit Boisgelin. Leur pain de luxe est immangeable. Je fais venir le mien de Paris. Il avait dit cela simplement, et tous regardèrent avec un vague respect les petits pains qu'il mangeait. Mais les événements fâcheux de la veille hantaient sur tous les esprits. Fernande s'écria. À propos, vous savez qu'hier soir on a mis au pillage une boulangerie de la rue de Brias ? Luc ne put s'empêcher de rire. Oh, madame, du pillage, j'y étais, un malheureux enfant qui a volé un pain. Nous y étions aussi, déclara le capitaine Jolivet, froissé de la pitié, pleine d'excuses, qu'il y avait dans le ton du jeune homme. Il est très regrettable qu'on n'ait pas arrêté cet enfant, au moins pour l'exemple. Sans doute, reprit Boisgelin. Il paraît qu'on vole beaucoup depuis cette maudite grève. On m'a parlé d'une femme qui avait forcé le comptoir d'un boucher. Tous les fournisseurs se plaignent que des rôdeurs s'emplissent les poches à leur étalage. Et voilà donc notre belle prison neuve qui reçoit des locataires, n'est-ce pas, monsieur le président ? Gaume allait répondre, lorsque le capitaine repartit avec violence. Oui, le vol impuni engendre le pillage, l'assassinat. L'esprit de la population ouvrière devient épouvantable. Hier soir, vous tous qui étiez là comme moi, n'avez-vous pas senti cet esprit de révolte, une menace qui passait, une terreur dont tremblait la ville ? Du reste, ce Lange, cet anarchiste, ne vous a pas mâché ce qu'il comptait faire. Il vous a crié qu'il ferait sauter Beauclerc et qu'il en raserait les décombres. Puisqu'on le tient, celui-là, j'espère qu'on va le saler proprement. La verdeur de Jolivet gêna tout le monde. Ce souffle de terreur dont il parlait que les autres avaient senti passer comme lui, la veille au soir, à quoi bon le rappeler, le réveiller, au travers de cette table si aimable, chargée de si belles et de si bonnes choses ? Un froid circula. La menace du lendemain gronda dans le grand silence, aux oreilles de ces bourgeois inquiets, tandis que les valets, maintenant, offraient des truites de rivière. Delaveau, qui sentait le silence devenir gênant, finit par dire. Lange, un esprit détestable. Le capitaine a raison. Gardez-le puisque vous le tenez. Mais le président Gaume hochait la tête, et de son air sévère, la face froide, sans qu'on sût ce qu'il y avait derrière cette rigidité professionnelle.
Je dois vous apprendre que, ce matin, suivant mon conseil, après un simple interrogatoire, le juge d'instruction s'est décidé à relâcher cet homme. Des voix se récrièrent, cachant une peur réelle sous une exagération plaisante. Oh, monsieur le président, vous voulez donc nous faire égorger? Gaume ne répondit que par un geste lent de la main, qui pouvait signifier beaucoup de choses. La sagesse était certainement de ne pas donner par un procès tumultueux une importance considérable à des paroles jetées au vent, qui germeraient d'autant plus qu'elles seraient répandues davantage. Jolivette s'était calmé, mordillant ses moustaches, ne voulant pas contrecarrer ouvertement son futur beau-père. Mais le sous-préfet Châtelard, qui juste là s'était contenté de sourire de son air affable d'homme revenu de tout, s'écria. Ah, comme je vous comprends, monsieur le président, vous avez fait là ce que j'appelle de l'excellente politique. Et non, l'esprit des masses n'est pas à Beauclerc plus mauvais qu'ailleurs, c'est partout le même esprit. Il faut tâcher de s'y accommoder, et le mieux est encore de prolonger l'état des choses actuelles aussi longtemps qu'on pourra. Car il paraît certain que, le jour où il changera, ce sera pire. Luc crut sentir une pointe blagueuse d'ironie chez ces anciens noceurs du pavé parisien que la sourde épouvante de ces bourgeois de Provence devait amuser. Toute la politique pratique de Châtelard était d'ailleurs là, dans la plus belle indifférence. Quel que fût le ministre qui se trouvât au pouvoir, c'était la vieille machine gouvernementale qui continuait à marcher d'elle-même par la force acquise, avec des grincements et des heurts, et qui se détraquerait et qui tomberait en poudre dès que naîtrait la société nouvelle. Au bout du fossé, la culbute, comme il le disait en riant dans l'intimité, ça marchait, parce que c'était monté, mais au premier chaos sérieux, tout ficherait le camp. Même les vains efforts tentés pour consolider la vieille patraque, les réformes timides qu'on tentait, les lois inutiles qu'on votait, sans oser seulement appliquer les anciennes, les crises furieuses d'ambition et de personnes, les rages et les affolements des partis ne faisaient qu'aggraver, que hâter l'agonie suprême. Tous les matins, un tel régime s'étonnait de n'être pas par terre, en se disant que ce serait sûrement pour le lendemain. Et lui, qui n'était point un imbécile, s'arrangeait de façon à durer, qui n'était autant que durerait le régime. Républicain sage, comme il fallait l'être, il représentait le gouvernement tout juste assez pour garder sa place, ne faisant que le nécessaire, voulant surtout vivre en paix avec ses administrés. Et que, tout croula, il tâcherait de ne pas être sous les décombres. Vous voyez bien, conclut-il, que cette malheureuse grève dont nous étions si inquiets s'est terminée le mieux du monde. Courrier, le maire, n'avait pas la philosophie ironique du sous-préfet, et bien qu'ils fussent toujours d'accord, ce qui leur facilitait la bonne administration de la ville, il protesta. Permettez, mon cher ami, trop de concessions nous mèneraient loin. Je connais les ouvriers, je les aime, je suis un vieux républicain, un vieux démocrate de l'avant-veille. Mais si j'accorde aux travailleurs le droit d'améliorer leur sort, jamais je n'accepterai les théories subversives, ces idées des collectivistes qui seraient la fin de toute société civilisée. Et dans sa grosse voix tremblante sonnait la peur qu'il avait eue, la férocité du bourgeois menacé, ce besoin de répression inné qui s'était traduit un moment par son désir de faire marcher la troupe pour que les grévistes fussent renforcés de reprendre le travail à coups de fusil. Enfin, moi, j'ai tout fait pour les travailleurs dans ma fabrique. Caisse de secours, caisse de retraite, habitation à bon marché, toutes les douceurs imaginables. Alors quoi? Que veulent-ils de plus? C'est la fin du monde, n'est-ce pas, monsieur Delaveau? Le directeur de l'abîme, jusque-là, avait mangé d'un bel appétit, écoutant, ne se mêlant pas à la conversation. Oh, la fin du monde, dit-il, avec sa carrure tranquille. J'espère bien que nous ne laisserons pas le monde finir sans lutter un peu pour qu'il continue. Je suis de l'avis de monsieur le sous-préfet. La grève s'est très heureusement terminée. Et j'ai même une bonne nouvelle, Bonner. Le collectiviste, vous savez, le meneur que j'avais été obligé de reprendre, eh bien, il s'est fait justice lui-même. Il a quitté l'usine hier soir. Un ouvrier excellent, mais que voulez-vous? Une tête brûlée, un rêveur dangereux. Ah, le rêve, c'est lui qui nous mène aux abîmes. Il continua, tâcha de se montrer très loyal, très juste. Chacun avait le droit de défendre ses intérêts. Les ouvriers, en se mettant en grève, croyaient défendre les leurs. Lui, directeur de l'usine, défendait le capital, le matériel, la propriété qu'on lui avait confiée. Et il consentait même à y mettre quelques indulgences car il se sentait le plus fort. Son devoir unique était de conserver ce qui existait, le fonctionnement du salariat tel que la sagesse de l'expérience l'avait peu à peu organisé. Toute la vérité pratique était là. Il n'existait en dehors que des rêveries coupables, ce collectivisme par exemple, dont l'application aurait déterminé la plus effroyable des catastrophes. Il parla aussi des syndicats,
qu'il combattait avec acharnement, ayant deviné en eux une machine de guerre puissante. Mais tout de même, il triomphait, simplement en travailleur, actif, en bon administrateur, heureux que la grève n'eût pas fait plus de ravages, et qu'elle ne fût pas devenue un désastre en l'empêchant, cette année-là, de tenir les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de son cousin. Justement, les deux valets passaient des perdreaux rôtis, tandis que le cocher, chargé des vins, offrait de Saint-Émilion. Alors, dit Boisgelin plaisamment, tu me jures bien que nous n'allons pas en être réduits au régime de pommes de terre et que nous pouvons manger sans remords une aile de ces perdreaux? Un grand éclat de rire accueillit cette boutade, qu'on trouva des plus spirituelles. Je te le jure, dit gaiement Delaveau, en riant avec les autres, dors et mange tranquille, la révolution qui emportera Tarente n'est pas encore pour demain. Silencieux, Luc sentit son cœur battre. C'était bien cela, le salariat, le capital qui exploitait le travail des autres. Il avançait 5 francs, en faisait produire 7 par l'ouvrier et mangeait les 2 francs. Encore, ce Delaveau travaillait-il, risquait-il son cerveau et ses muscles. Mais ce Boisgelin, qui n'avait jamais œuvré, de quel droit vivait-il, mangeait-il dans un tel luxe? Et Luc, frappé aussi de l'attitude de Fernande, sa voisine, très intéressée par cette conversation peu faite pour une femme, l'air excité et ravi de la déroute des ouvriers, de la victoire de cet argent que ses dents de jeune louve croquaient à bouche pleine, ses lèvres rouges se retroussaient un peu, découvraient les dents aiguës dans un rire de fine cruauté, comme si elle eût enfin satisfait ses rancunes et ses appétits, en face de la douce femme qu'elle trompait, entre son amant bellâtre qu'elle dominait et son mari aveuglé qui lui gagnait les millions futurs. Elle semblait grise déjà des fleurs, des vins, des viandes, et grise surtout de la joie perverse d'utiliser sa radieuse beauté, en apportant là le désordre et la destruction. Est-ce qu'il n'est pas question d'une fête de charité à la sous-préfecture demanda doucement Suzanne à Châtelard. Si nous causions d'autre chose que de politique, voulez-vous? Tout de suite, le sous-préfet galant fut de son avis. Mais certainement, nous sommes impardonnables. Je donnerai toutes les fêtes que vous voudrez, chère madame. Dès lors, la conversation se fragmenta. Chacun revint à sa passion. L'abbé Marle s'était contenté d'approuver de légers signes de tête certaines déclarations de Delaveau, très prudent dans ce milieu où le désolait l'inconduite du maître de la maison, le scepticisme du sous-préfet et la ferme hostilité du maire qui affichait ses idées anticléricales. Ah, quelle rancœur, cette société qu'il devait soutenir et qui finissait dans une telle débâcle. Sa seule consolation était la dévote sympathie de la belle Léonore, sa voisine, occupée de lui seul, lui disant à mi-voix des mots gentils, tandis que les autres discutaient, sans doute. Celle-là aussi vivait dans la faute, mais elle s'en confessait. Et, déjà, il l'entendait, au tribunal de la pénitence, s'accuser d'avoir pris trop de plaisir, à déjeuner, assise à côté de son ami Châtelard, dont le genou, sous la table, était amoureusement serré contre le sien. De même, le bon Jolivette n'avait encore ouvert la bouche. De même, le bon Mazel, oublié entre le président Gaume et le capitaine Jolivette, n'avait encore ouvert la bouche que pour avaler de fortes bouchées, qu'il mâchait lentement dans la crainte des maux d'estomac. Les choses de la politique ne l'intéressaient plus, depuis que, grâce à ses rentes, il était à l'abri des orages, mais il devait prêter l'oreille aux théories du capitaine, heureux de se soulager avec ses auditeurs bénévoles. L'armée était l'école de la nation. La France ne pouvait être, après sa tradition immuable, qu'une nation guerrière, qui retrouverait seulement son équilibre le jour où elle serait reconquis l'Europe, et où elle régnerait par le sabre. C'était stupide d'accuser le service militaire de désorganiser le travail. D'ailleurs, le travail de qui? Le travail de quoi? Est-ce que ça existait? Leur socialisme, une immense blague. Il y aurait toujours des soldats, puis, par-dessous, des gens pour faire la corvée. Le sabre, au moins, ça se voyait. Mais qu'est-ce qui avait jamais vu l'idée, la fameuse idée, la prétendue reine du monde? Et il riait de son propre esprit. Et le bon Mazel, qui avait le respect profond de l'armée, riait avec lui par complaisance. Tandis que Lucille, sa fiancée, coulait ses fins regards d'amour énigmatique, l'examinant en dessous, avec un petit sourire singulier, comme amusé à l'idée du mari qu'il ferait. À l'autre bout de la table, le jeune Achille Gourier se renfermait dans le même silence de témoin et de juge, les yeux luisants de tout le mépris que lui causait sa famille et les amis avec qui elle le forçait à déjeuner. Mais à nouveau une voix s'éleva, fut entendue de toute la table, au moment où l'on servait un pâté de foie de canard, une véritable merveille. C'était la voix de madame Mazel, muette jusque-là, enfoncée dans son assiette, soignant sa maladie qui réclamait une forte nourriture. Et comme Boisgelin, tout à Fernande, la négligeait, elle s'était rabattue sur Gourier. Elle lui expliqua son ménage, son entente si parfaite avec son mari, ses idées sur l'instruction qu'elle ferait donner à sa fille Louise.
Je ne veux pas qu'on lui casse la tête. Ah non, pourquoi donc se ferait-elle du mauvais sang? Elle est fille unique, elle héritera de toutes nos rentes. Brusquement, Luc céda au besoin de protester, sans renchérir, par simple malice, sans réfléchir, par simple malice. Vous ne savez donc pas, madame, qu'on va supprimer l'héritage? Oh, très prochainement, lorsqu'on organisera la société nouvelle. Autour de la table, on crut qu'il plaisantait, et la stupeur de madame Mazel était si comique à voir que tous l'aidèrent. L'héritage supprimé, une pareille infamie. L'argent gagné par le père, on l'arracherait aux enfants, on les condamnerait à gagner leur pain à leur tour. Mais certainement, c'était la conséquence logique du collectivisme. Et comme Mazel, effaré, venait au secours de sa femme en disant qu'il n'était pas inquiet, que toute sa fortune était en rente sur l'État, et que jamais on n'oserait toucher au grand livre. C'est ce qui vous trompe, monsieur, reprit tranquillement Luc. On brûlera le grand livre, on abolira la rente, la mesure est déjà résolue. Mais Mazel faillirent étouffer. La rente abolie, cela leur paraissait aussi impossible que l'effondrement du ciel sur leur tête. Et ils s'étaient si éperdus, si terrifiés par cette menace du renversement des lois naturelles, que Châtelard eut la bonhomie moqueuse de les rassurer, en se tournant à demi vers la petite table où, malgré le sage exemple de Paul, les deux fillettes, Nise et Louise, ne s'étaient pas trop bien conduites. Mais non, ce n'est pas encore pour demain. Votre fillette a le temps de grandir et d'avoir des enfants à son tour. Ah, seulement on fera bien de la débarbouiller, car je crois qu'elle a mis sur sa figure dans la crème. On continuait à rire et à plaisanter. Tous, pourtant, avaient senti passer le grand souffle de demain, le vent de l'avenir, qui, de nouveau, soufflait au travers de la table, dont il balayait le luxe inique et les jouissances empoisonneuses. Et tous venaient au secours de la rente, du capital, de la société bourgeoise et capitaliste, basée sur le salariat. La République se suicidera, le jour où elle touchera à la propriété, dit Courrier, le maire. Il y a des lois, et tout croulerait le jour où elles ne seraient plus appliquées, dit le président Gaume. En tout cas, fichtre, l'armée est là, qui veille et qui ne permettra pas le triomphe des coquins, dit le capitaine Jolivet. Laissez faire Dieu, il n'est que bonté et que justice, dit l'abbé Marle. Boisgelin et Delaveau se contentèrent d'approuver, car c'était à leur secours que venaient toutes les forces sociales. Et Luc le comprit, c'était le gouvernement, l'administration, la magistrature, l'armée, le clergé, que soutenait encore la société agonisante, le monstrueux échafaudage d'iniquité, le travail meurtrier du plus grand nombre, nourrissant la fainéantise corruptrice de quelques-uns. Sa terrible vision de la veille continuait. Après avoir vu l'envers, il voyait la face de cette société en décomposition, dont l'édifice s'effondrait de toutes parts. Et même là, dans ce luxe, dans ce décor triomphant, il l'entendait craquer, il les sentait tous inquiets, s'étourdissant, courant à l'abîme, comme tous les affolés que les révolutions emportent. On servait le dessert. La table était couverte de crème, de pâtisseries, de fruits magnifiques. Pour achever de ragaillardir les Mazelles, lorsqu'on versa le champagne, on fit l'éloge de la paresse, de la divine paresse qui n'est point de cette terre. La vaste salle à manger, si gaie, était toute pleine de la douceur des grands arbres, et Luc réfléchissait, car il venait brusquement de comprendre la pensée dont il se sentait gros, l'affranchissement de l'avenir, en face de ces gens qui étaient l'autorité injuste et tyrannique du passé. Après le café, qui fut servi dans le salon, Boisgelin proposa une promenade dans le parc, jusqu'à la ferme. Pendant tout le déjeuner, il s'était prodigué auprès de Fernande, qui continuait à lui tenir rigueur, car elle lui avait refusé son pied sous la table. Elle ne lui répondait même pas, gardant ses clairs sourires pour le sous-préfet, en face d'elle. Et depuis 8 jours, c'était ainsi. Elle le sevrait de toute douceur, quand il se permettrait de ne pas obéir immédiatement à un de ses caprices. Or, le fond de leur présente querelle était qu'elle avait exigé qu'il donnât une chasse à courre, pour la seule joie du costume nouveau qu'elle y porterait. Il s'était permis de ne pas vouloir tant la dépense devait être grosse, d'autant plus que Suzanne, avertie, l'avait supplié d'être un peu raisonnable. Et la jute n'avait fini par s'établir ainsi entre les deux femmes. Il s'agissait de savoir qui l'emporterait, de la maîtresse ou de l'épouse. Durant le déjeuner, Suzanne, de son doux et triste regard, n'avait rien perdu de la froideur jouée de Fernande, ni des empressements inquiets de son mari. Ainsi, lorsque ce dernier proposa une promenade, comprit-elle qu'il cherchait uniquement une occasion de s'isoler avec la boudeuse, pour se défendre et la reconquérir. Blessée, incapable de combattre, elle se retira dans sa dignité souffrante, en disant qu'elle resterait afin de tenir compagnie aux Mazelles, qui, par hygiène, ne se remuaient jamais au sortir de table. Le président Gaume, sa fille Lucile et le capitaine Jolivet déclarèrent également qu'ils ne bougeraient pas.
ce qui fit que l'abbé Marle proposa une partie d'échecs au président. Le jeune Achille Gourier avait déjà pris congé, heureux de retrouver sa libre rêverie par la campagne vaste, sous le prétexte d'un examen qu'il préparait. Et il n'y eut donc que Boisgelin, le sous-préfet, le ménage Delaveau, le ménage Gourier et Luc qui se rendirent à la ferme, d'un pas ralenti, au travers les hautes futaies du parc. En allant, ce fut très correct. Les 5 hommes marchèrent en un groupe, pendant que Fernande et Léonore venaient derrière, l'air enfoncé dans une conversation intime. Boisgelin se répandit en doléances sur les malheurs de l'agriculture. La terre faisait banqueroute. Tous les cultivateurs couraient à une ruine prochaine. Châtelard et Gourier tombèrent d'accord sur le problème, terrible, sans solution jusqu'ici, se posait là. Car, pour que l'ouvrier industriel pût produire, il fallait que le pain fût à bas prix. Et si le blé était à bas prix, le paysan ruiné n'achetait plus les produits de l'industrie. Delaveau croyait qu'on trouverait la solution dans un protectionnisme intelligent. Et Luc, que la question passionnait, les poussa, obtint surtout des renseignements de Boisgelin, qui finit par confesser que sa désespérance venait de ses difficultés continuelles avec son fermier. Feuillat, dont les exigences croissaient d'année en année, il allait, sans doute, être forcé de se séparer de lui, à l'occasion du renouvellement de leur bail. Le fermier, ayant demandé une diminution de 10% dans le prix de fermage, et le pis était que, pris de la crainte que son bail ne fût pas renouvelé, il était cessé de soigner ses terres, ne les fumant plus, disant qu'il n'avait pas besoin de travailler à la fortune de son successeur. C'était la propriété stérilisée, peu à peu frappée de mort. Et il en est ainsi partout, continua Boisgelin. On ne s'entend pas, les travailleurs veulent prendre la place des propriétaires, et c'est la culture qui souffre de la querelle. Tenez, ô Combette, dans ce village dont les terres ne sont séparées des miennes que par la route des formeries, vous ne vous imaginerez pas le peu d'entente, les efforts de chaque paysan fait pour nuire à son voisin, en se paralysant lui-même. Ah, la féodalité avait du bon. Tous ces gaillards marcheraient, obéiraient, s'ils n'avaient rien à eux et s'ils étaient convaincus de n'avoir jamais rien. Cette conclusion imprévue fit sourire Luc, mais il restait frappé de l'aveu inconscient que du manque d'entente venait seule la prétendue faillite de la terre. Et maintenant, au sortir du parc, son regard s'étendait sur la plaine immense, cette Roumanie si célèbre autrefois par sa fécondité qu'on accusait aujourd'hui de se refroidir et de ne plus nourrir son peuple. À gauche, il voyait se dérouler le vaste domaine de la ferme, tandis qu'il apercevait, à droite, les pauvres toits des Combettes, autour desquels se groupaient des champs extrêmement divisés, des lopins émiettés encore par les héritages, pareils à une étoffe faite de pièces et de morceaux. Et que décider pour que la bonne entente revînt, pour que, de ces efforts contradictoires et douloureux, naquit le grand élan de solidarité au nom du bonheur de tous. Justement, comme on approchait de la ferme, une habitation large et assez bien tenue, on y entendit des jurons, des coups de poing sur les tables, tout le bruit violent d'une querelle. Puis on vit en sortir 2 paysans, l'un gros et lourd, l'autre maigre et rageur, qui, après s'être menacés une dernière fois, s'éloignèrent, se dirigèrent à travers champs vers les Combettes, chacun par un chemin différent. Qu'y a-t-il donc, Feuillat demanda Boisgelin au fermier, debout sur le seuil. Oh, ce n'est rien, monsieur. C'en est encore 2 des Combettes qui ont une discussion à propos d'une borne et qui m'avaient prié de leur servir d'arbitre. Voilà des ans et ans que, de père en fils, les L'Enfant et les Yvonneaux sont toujours à se chamailler, si bien que ça les rend fous, rien que de se voir. J'ai eu beau leur parler raison, vous les avez entendus, ils se mangent. Et sont-ils bêtes? Mon Dieu, eux qui seraient si forts, s'ils pouvaient seulement réfléchir et s'entendre un tout petit peu. Puis, fâché sans doute d'avoir laissé échapper cette réflexion qui n'était pas bonne à dire devant le maître, il voila son regard. Il reprit d'une voix sourde, la face close, sans penser. Si ces dames et ces messieurs veulent bien entrer et se reposer un moment. Mais Luc avait vu ses yeux luire. Il fut surpris de se retrouver si terreux, si sec, dans sa haute taille maigre, comme déjà brûlé par les grands soleils à 40 ans à peine. Pourtant, il était d'une intelligence fort vive, ainsi qu'il s'en aperçut ensuite en l'écoutant causer avec Boisgelin. Ce dernier lui ayant demandé, d'un air riant, s'il avait réfléchi au sujet du bail, le fermier hocha la tête, répondit de paroles brèves en diplomate désireux de vaincre. Évidemment, il réservait ce qu'il pensait, la terre à ceux qui la cultivaient, la terre à tous, pour qu'on se remît à l'abîmer et à la féconder, à l'aimer et à la féconder. Aimer la terre, et il haussait les épaules. Son père, son grand-père, l'avaient aimé furieusement. À quoi cela leur avait-il servi? Lui attendait de pouvoir l'aimer à nouveau.
quand il la féconderait pour lui, pour les siens, et non pour un propriétaire, dont l'unique pensée serait d'augmenter le fermage, le jour où la récolte doublerait. Et il y avait autre chose encore au fond de ces demi-paroles, dans son regard clair sur l'avenir. L'entente sage entre les paysans, les champs si divisés mis en commun, la grande culture intensive par les machines. C'étaient des idées rares qu'il s'était faites peu à peu, que les bourgeois n'avaient pas besoin de savoir, mais qui parfois sortaient quand même de lui. On avait fini par entrer s'asseoir un instant dans la ferme, et Luc retrouvait les murs froids et nus, l'odeur de travail et de pauvreté qui, la veille, l'avait tant frappé, chez les Bonnaires, rue des Trois Lunes. Sèche et terreuse, pareille à son homme, le feuillat était là, muette, résignée, avec le seul enfant qu'elle avait eu, un grand garçon de 12 ans, Léon, qui aidait déjà son père. C'était partout, chez le paysan ainsi que chez l'ouvrier, le travail maudit, frappé de déshonneur, devenu une tare, ne nourrissant même pas l'esclave qu'on rivait à son métier manuel comme à une chaîne. Dans ce village voisin, aux Combettes, la souffrance était certainement plus grande encore. Des maisons sordides, une existence de bêtes domestiques nourries de soupe. L'enfant, avec leur fils Arsène et leur fille Olympe, les Yvonneaux qui en avaient deux pareillement, Eugénie et Nicolas, tous au banquet immonde de la misère, aggravant leurs maux, par leur rage à s'entre-dévorer. Et Luc écoutait, regardait, évoquait cet enfer social, en se disant que la solution du problème était pourtant là, car le jour où toute une société nouvelle serait reconstruite, il faudrait bien en revenir à la terre, l'éternelle nourrice. La mère commune qui, seule, pouvait assurer aux hommes le pain quotidien. En quittant la ferme, Boisgelin dit à Feuillat : « Enfin, vous réfléchirez, mon brave, la terre a gagné, il est juste que j'en profite. » « Oh, c'est tout réfléchi, monsieur, répondit le fermier. J'aime autant crever de faim sur la route que chez vous. Au retour, lorsque ces dames et ces messieurs rentrèrent à la Gardache par un autre chemin du parc, plus solitaire et plus ombreux, de nouveaux groupes se formèrent. Le sous-préfet et Léonore s'attardèrent, se trouvèrent bientôt à la queue, très loin, se contentant d'ailleurs de causer placidement en vieux ménage. Tandis que Boisgelin et Fernande, qui s'étaient écartés peu à peu, disparurent comme s'ils s'étaient trompés de route, égarés par des sentiers perdus, tant leur conversation était vive. Du même pas tranquille, les deux maris, Gourrier et Delaveau, avaient continué de suivre l'allée en s'entretenant d'un article sur la fin de la grève dans le journal de Beauclerc. Une feuille qui tirait à 500 exemplaires et que publiait un nommé Lebleu, petit libraire clérical auquel l'abbé Marle et le capitaine Jolivet donnaient des articles. Le maire déplorait qu'on eût mis le bon Dieu dans l'affaire, bien qu'il éprouvât avec le directeur de l'abîme ce chant de triomphe où était célébré, en style lyrique, la victoire du capital sur le salariat. Et Luc, qui marchait près d'eux, ennuyé, las de les entendre, manœuvra de façon à se laisser distancer, puis se jeta sous bois, certain de toujours retrouver la Gardache. Quelle adorable solitude dans ce taillis épais où le tiède soleil de septembre pleuvait en une poussière d'or. Quelque temps, il marcha au hasard, heureux d'être enfin seul, de respirer largement en pleine nature, comme soulagé du poids qui l'écrasait, depuis que tous ces gens pesaient sur son cerveau et sur son cœur. Il songeait pourtant à les rejoindre, lorsqu'il déboucha brusquement près de la route des Formeries, dans de vastes prés, au milieu desquels un petit bras de la Mionne alimentait une grande mare, et la scène sur laquelle il tomba l'amusa beaucoup, lui fut à la fois un charme et un espoir. C'était Paul Boisgelin, qui venait d'obtenir la permission d'amener jusque-là ses deux invités, Nice Delaveau et Louise Mazel, dont les 3 ans avaient de trop petits pieds pour aller bien loin. Les bonnes, allongées sous un saule, bavardaient, ne s'occupaient même plus des enfants. Mais la grosse aventure était que le futur héritier de la Gardache et les 2 bourgeoises encore en bavette avaient trouvé la mare occupée par une invasion populaire. 3 galopins conquérants qui devaient avoir escaladé un mur ou s'être glissés sous une haie. Luc, très surpris, reconnut Nanette, le chef, l'âme de l'expédition, suivi de Lucien et d'Antoinette Bonnaire, qui avaient sûrement débauché, entraînés si loin de la rue des Trois Lunes, profitant du libre dimanche. Et tout s'expliquait. Lucien avait inventé un petit bateau qui marchait seul, et Nanette s'étant offert, en se faisant fort de le mener à une mare qu'il connaissait. Une belle mare où l'on ne rencontrait jamais personne. Le petit bateau, maintenant, marchait seul sur l'eau claire, sans une ride. C'était un prodige. Simplement, Lucien avait eu le coup de génie d'utiliser le mécanisme enfantin d'une petite voiture roulante, un jouet de 19 sous, en adaptant les roues, garnies de palettes, à un bateau creusé dans un bout de sapin, et ça faisait bien 10 mètres, sans être remonté. Le pis était qu'il fallait alors rattraper le bateau avec une perche, ce qui, chaque fois, manquait de le submerger.
Mais, pétrifiés d'admiration, Paul et ses deux invités restaient debout au bord de la mare. Louise, surtout, les yeux luisants, dans son mince visage de chèvre capricieuse, fut bientôt emportée par un désir sans borne. Elle tendit ses menottes, elle cria « Je veux, je veux !» Puis elle courut à Lucien, qui, d'un coup de perche, venait de ramener le bateau pour le remonter. La bonne nature, dans le plaisir du jeu, les rapprocha. Ils se tutoyèrent. « C'est moi qui l'ai fait, tu sais. Oh, fais voir, donne !» Il ne voulut pas. Il défendit son bien contre les menottes spoliatrices. Ah non, pas celui-là, j'ai eu trop de peine, tu vas le casser, lâche-le. Pourtant, il finit par faiblir, la trouvant très gentille, l'air si gai et sentant bon. Je t'en ferai un autre si tu veux. Et comme il avait remis le bateau sur l'eau et que les roues de nouveau marchaient, elle accepta. Elle battit des mains en s'asseyant près de lui, sur l'herbe, conquise à son tour, très camarade ne le quittant plus. Paul, l'aîné de tous, dont les 7 ans faisaient déjà un petit homme, eut cependant l'idée confuse qu'il devait chercher à savoir. Il avait avisé Antoinette, dont l'air aimable, la saine et jolie figure l'enhardissait. « Quel âge as-tu, toi ? Moi, j'ai 4 ans, mais papa dit que j'ai l'air d'en avoir 6. Qui est donc ton papa ? Papa, c'est papa, tiens. Es-tu bête de demander ça ? Elle riait, si joliment, qu'il trouva la réponse décisive et ne l'interrogea pas davantage. Lui aussi s'était assis près d'elle, et ils furent tout de suite les meilleurs amis du monde. Sans doute ne s'apercevait-il pas qu'elle avait une simple petite robe de laine, pas belle, tellement elle était plaisante avec sa bonne santé et son air de ne douter de rien. Et toi, ton papa, c'est à lui tous ces arbres ? Ah, bien, c'est que tu as de la place pour jouer. Nous autres, nous avons passé par le trou de la haie, là-bas. C'est défendu, on me défend aussi de venir ici, parce qu'on a peur que je ne tombe dans l'eau. Et si c'est si amusant, il ne faudra rien dire, on nous punirait tous. Mais brusquement, il y eut un drame. Nanette, si blond et si ébouriffé, s'était émerveillée devant Nise, qui était encore plus ébouriffée et plus blonde que lui. Ils ressemblaient à deux joujoux. Ils allèrent tout de suite l'un à l'autre, comme si leur rencontre était une chose nécessaire, et qu'ils se fussent entendus. Déjà, ils se tenaient par les mains. Ils se riaient dans la figure, jouant à se pousser. Et Nanette, qui faisait l'homme brave, cria « Son bateau, il n'y a pas besoin de bâton pour l'avoir. Moi, j'irai bien le chercher dans l'eau. » Enthousiasmée, Nise, qui était, elle aussi, pour les jeux extraordinaires, appuya sa proposition. « C'est ça, faut nous mettre dans l'eau, faut tous retirer nos souliers. » Et voilà qu'en se penchant, elle faillit glisser dans la mare. Toute sa vantardise de fillette l'abandonna. Elle poussa un cri terrible lorsqu'elle sentit l'eau mouiller ses bottines. Lui, bravement, s'était précipité, l'avait saisie de ses petits bras déjà forts, et il la portait comme une conquête et un trophée. Il la déposa sur l'herbe, où elle se remit à rire, jouant avec lui, tous deux s'empoignant, les roulant, ainsi que 2 chevaux en gaieté. Mais le cri aigu que lui avait arraché la paire venait de tirer les bonnes de leur oubli bavard, sous le saule. Elles s'étaient levées, elles avaient aperçu avec stupeur la bande envahissante. Ces galopins tombés dont elles ne savaient où, et qui se permettaient de débaucher les enfants de bourgeois confiés à leur garde. Et elles accoururent d'un air courroucé, si terrible que Lucien se hâta de reprendre son bateau, détalant à toutes jambes, dans la crainte qu'on ne le lui confisquât, suivi d'Antoinette et de Nanette lui-même, que la panique emportait. Ils galopèrent jusqu'à la haie, se jetèrent à plat ventre, se coulèrent, disparurent pendant que les 2 hommes ramenaient à la gardache les 3 enfants, et en convenant avec eux de ne rien dire, pour que personne ne fût grondé. Les 2 bonnes et... Luc riait tout seul, dans l'amusement que lui avait causé cette scène, surprise ainsi sous le soleil paternel, au milieu de la bonne nature amie. Ah, les braves petits êtres, comme ils étaient vite d'accord, comme ils se résolvaient aisément toutes les difficultés, ignorant encore des luttes fratricides et quels rêves de triomphal avenir ils apportaient. En 5 minutes, il fut de retour à la gardache, où il retomba dans l'exécrable présent, empoisonné d'égoïsme, devenu le champ de bataille exaspéré de toutes les passions mauvaises. Il était 4 heures, et les convives prenaient congé. Mais ce qui le frappa, ce fut d'apercevoir, un peu à gauche du perron, M. Jérôme dans sa petite voiture. Il venait de rentrer de sa longue promenade. Il avait fait un signe au domestique pour qu'on le laissât un instant à cette place, comme s'il avait voulu assister au départ des invités, dans le tiède soleil, aux rayons déjà obliques. Sur le perron, Suzanne, parmi ces messieurs et ces dames, prête à partir, attendait son mari, qui s'était attardé en compagnie de Fernande. Depuis plusieurs minutes, tous les autres promeneurs étaient là, lorsqu'elle les vit enfin revenir d'un pas tranquille, causant, avec l'air de penser que cette longue solitude à 2 était la plus naturelle du monde. Elle ne provoqua d'ailleurs aucune explication, mais Luc s'aperçut bien que ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'une amertume douloureuse passait dans ses sourires de bonne hôtesse, forcée d'être aimable,
et ce fut chez elle une blessure vive, dont elle ne put s'empêcher de tressaillir, lorsque Boisgelin, s'adressant au capitaine Jolivette, lui dit qu'il irait le voir pour le consulter et organiser avec lui la chasse à courre, dont il n'avait eu jusque-là que le vague projet. Ainsi, c'était chose faite, l'épouse était battue, la maîtresse l'emportait, en imposant son caprice de dépense et de folie, pendant cette promenade, impudente, comme un rendez-vous donné publiquement. Une révolte intérieure souleva Suzanne. Pourquoi ne prenait-elle pas son enfant et ne s'en allait-elle pas? Puis, d'un effort visible, elle se calma, très digne, très grande, gardant l'honneur de son nom et de sa maison, dans son abnégation d'honnête femme, dans ce silence de tendresse héroïque où elle avait résolu de vivre, protégée contre sa boue environnante. Et Luc, qui devinait tout, ne sentit plus sa torture que dans le frémissement de sa pauvre main fiévreuse, lorsqu'il la lui serra pour prendre congé. Monsieur Jérôme avait suivi la scène, de ce regard d'eau, de source, où l'on se demandait avec angoisse s'il y avait encore une pensée, une intelligence qui comprenait et qui jugeait. Puis il assista au départ de tous les convives, comme à un défilé de toutes les puissances humaines, de toutes les autorités sociales, les maîtres que le peuple avait en exemple. Châtelard, en calèche, partit avec Gourrier et Léonore, laquelle offrit une place à l'abbé Marle, de sorte qu'elle et l'abbé s'assirent côte à côte sur la banquette de devant, tandis que le sous-préfet et le maire, amicalement, leur firent face. Le capitaine Jolivette, qui conduisait lui-même un tilbury de louage, emmena le président Gaume et Lucie, sa fiancée, dont le père inquiet surveillait les grâces de tourterelles pâmées. Enfin, les mazelles qu'un immense landau avait amenées y remontèrent, ainsi que dans un lit moelleux où, couchés à demi, ils achèveraient de bercer leur digestion. Et M. Jérôme, que tous se contentèrent de saluer selon la règle de la maison, les suivirent de ses regards, comme un enfant suit les ombres qui passent, sans qu'un sentiment quelconque parût sur son froid visage. Il ne restait que les deux Lavaux, et le directeur de l'abîme voulut absolument prendre Luc avec lui, dans la Victoria de Boisgelin, pour lui éviter le retour à pied. Rien ne serait plus simple que de le laisser à sa porte, puisqu'on passerait devant la crècherie. Comme il n'y avait qu'un strapontin, Fernande mettrait Nice sur ses genoux, et la bonne monterait à côté du cocher. Et Delaveau insistait avec beaucoup d'obligeance. Voyons, monsieur Froment, ce sera un véritable plaisir pour moi. Luc dut finir par accepter. Boisgelin, maladroit, reparla de la chasse à courre, s'inquiéta de savoir si le jeune homme serait encore à Beauclerc pour y assister. Il répondit qu'il n'en savait rien, mais qu'il ne fallait point compter sur lui. Souriante, Suzanne l'écoutait. Puis, les yeux humides de leur fraternelle sympathie, elle lui serra la main de nouveau. Au revoir, mon ami. Et lorsque la Victoria partit enfin, Luc rencontra une dernière fois les yeux de M. Jérôme, qui lui semblait aller de Fernande à Suzanne dans une lente observation de la destruction suprême dont la race était menacée. N'était-ce pas une illusion d'ailleurs? N'y avait-il pas eu simplement au fond de ses yeux l'unique émotion qui parfois il luisait en un vague sourire quand il regardait sa chère petite fille, la seule qu'il aimât et qu'il voulut bien reconnaître encore? Dans la Victoria, pendant qu'elle roulait vers Beauclerc, Luc ne tarda pas à comprendre pourquoi Delaveau avait tant désiré le ramener avec lui. Ce dernier se remit à le questionner sur son brusque voyage, sur ce qu'il était venu faire, sur la direction nouvelle que Jordan allait donner à son haut fourneau, maintenant que Laroche, l'ancien ingénieur, était mort. Un des projets secrets de Delaveau avait toujours été d'acheter le haut fourneau, ainsi que le vaste terrain qui le séparait de son usine, de façon à doubler la valeur de l'abîme en y englobant la crècherie. Mais c'était là un bien gros morceau. Il n'avait espéré d'abord qu'une extension lente et progressive, ne comptant pas de longtemps avoir l'argent nécessaire. Pourtant, la mort subite de Laroche venait d'enfiévrer son désir. Il s'était dit qu'il pourrait peut-être s'arranger avec Jordan, qu'il savait enfoncer dans ses études et désireux de se débarrasser d'une question qui le tracassait. Et voilà pourquoi la venue soudaine de Luc, appelé par Jordan, l'avait si vivement ému, dans la crainte que le jeune homme ne contrecarrât son projet, dont il ne s'était d'ailleurs ouvert encore qu'avec prudence. Dès les premières questions, faites d'un air de bonhomie, Luc se méfia sans tout comprendre, et il répondit d'une façon évasive. Je ne sais rien, voilà plus de 6 mois que je n'ai pas vu Jordan, son haut fourneau, mais il va simplement, je pense, en confier la direction à quelque jeune ingénieur de mérite. Pendant qu'il parlait, il s'aperçut que Fernande ne le quittait pas des yeux. Nice s'était endormie sur ses genoux, et elle se faisait, très intéressée, comme si elle eût deviné que sa fortune se décidait là, les regards fixés sur ce jeune homme dans lequel elle avait déjà flairé un ennemi. N'avait-il pas pris parti pour Suzanne? Ne les avait-elle pas vus d'accord, les mains unies fraternellement? Et maintenant, elle sentait la guerre éclater, déclarer, toute sa beauté se déguisait en un mince et cruel sourire.
dans la volonté de la victoire. Oh, ce que j'en dis, reprit Delaveau, battant en retraite, c'est parce qu'on m'avait conté que Jordan songeait à se renfermer dans ses découvertes. Il en a fait qui sont admirables. Admirable, répéta Luc avec une conviction enthousiaste. Admirable. La voiture s'arrêta devant la crècherie, et il descendit, remercia, se trouva seul. Il était frémissant, comme soulevé par un grand frisson qui venait des 2 journées que le bienfaisant destin lui avait fait vivre depuis son arrivée à Beauclerc. Il avait vu les 2 faces de cet exécrable monde dont la charpente craquait de pourriture, la misère inique des uns, la richesse empoisonneuse des autres. Le travail, mal payé, méprisé, distribué injustement, n'était plus qu'une torture et une honte lorsqu'il aurait dû être la noblesse, la santé, le bonheur même de l'homme. Son cœur éclatait, son cerveau s'ouvrait, sous l'idée à naître dont il se sentait gros depuis des mois. Et c'était un cri de justice qui jaillissait de son être entier, et il n'y avait pas d'autre mission, aujourd'hui, que d'aller au secours des misérables et de refaire un peu la justice sur la terre. Fin du chapitre 3. Retrouvons-nous pour le chapitre 4 très bientôt. Au revoir.